Il a dit « J'étais là », puis a sorti une chemise ensanglantée de son sac. Toute la salle d'audience était sous le choc. La salle d'audience était inhabituellement silencieuse ce matin-là. Pas le genre de silence né du respect ou de la solennité, mais celui qui suit la peur. Ce silence était pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les bancs de bois, habituellement grinçant sous les mouvements des corps et les murmures, étaient immobiles et raides. Un faible écho bourdonnait sous les hauts plafonds, se répercutant sur les colonnes de marbre et l'air vicié du jugement. Les regards se tournèrent lentement, comme prévu, tandis que les portes à deux battants s'ouvraient en grinçant, leurs gonds gémissant comme s'ils protestaient, eux aussi, contre ce qui allait se passer. Un homme franchit les portes et, bien qu'il ne dît rien, bien que sa démarche fût banale, sa seule présence projeta une ombre suffisamment longue pour faire tressaillir le jury. Il portait un manteau sombre et usé, vieux de 2 hivers, dont un revers était déchiré à la couture. Ses chaussures étaient éraflées et usées au talon, chaque pas murmurant sur le sol comme un avertissement. De sa main droite, les veines tendues par l'âge et la fatigue, il serrait contre sa poitrine une sacoche délavée. Rien en lui ne trahissait l'importance, et pourtant, dès son entrée, chacun sembla ressentir le changement d'atmosphère. Personne ne le reconnaissait, mais personne ne pouvait l'ignorer non plus. Il s'appelait Camden Rowe, autrefois agent de sécurité pour l'entreprise privée d'un sénateur d'État. Un nom désormais oublié, griffonné sur la liste des invités de personne. On ne l'attendait pas. On ne le voulait pas. Mais il avançait avec une détermination qui n'avait pas besoin de permission. Il choisit le dernier banc, s'asseyant avec une précaution délibérée, comme si le bois risquait de se briser sous lui ou, pire, comme si la vérité qu'il portait en lui éclatait prématurément. À l'avant de la salle d'audience, loin du siège solitaire de Camden, était assis Nathaniel Briggs, un adolescent de 17 ans accusé du crime le plus impardonnable. C'était à peine un homme, même si la salle d'audience tentait de le revêtir de la peau d'un homme. Son costume était trop serré aux épaules et trop court aux poignets, comme s'il appartenait à une version plus jeune de lui-même qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Son visage était maigre, pâle sous les néons, ses yeux tremblants derrière des lunettes trop grandes qui glissaient sur son nez. Le garçon cligna des yeux plus qu'il n'aurait dû, comme si le poids de 100 regards s'était incrusté dans sa vision. Derrière lui était assis son père, Clarence Briggs, un homme façonné par la guerre et le travail, les larges épaules voûtées par l'âge, les mains calleuses à force de serpillières et de fusils militaires. Il portait une simple chemise blanche soigneusement rentrée dans un pantalon kaki usé. Il tenait à la main une petite croix en bois dont les bords étaient lissés par des années de prière et de panique. Ses lèvres remuaient en silence, invoquant un Dieu qui lui semblait de plus en plus lointain à chaque heure qui passait. Clarence n'avait pas manqué un seul jour du procès. Il s'asseyait au même siège chaque matin, 10 minutes plus tôt, 10 minutes trop optimiste. Il observait son fils comme un soldat observe un prisonnier de guerre, impuissant et hanté. L'affaire Nathaniel était déjà devenue un véritable feu médiatique avant même la première déclaration d'ouverture. Des cars de télévision étaient stationnés devant la maison depuis des semaines. Des journalistes, au sourire trop pâle et au micro trop livide, posaient des questions auxquelles on avait déjà répondu. « Pensez-vous qu'il a commis ce crime? La justice est-elle enfin rendue? » Le récit avait été distribué comme des tracts au coin d'une rue, facile à digérer et dangereux à contester. Il passait les mêmes images de sécurité granuleuses sur toutes les chaînes, une silhouette indistincte en poursuivant une autre derrière un restaurant du centre-ville de Houston. Il disait que la silhouette correspondait à celle de Nathaniel. Il disait que le sweat à capuche était trop familier. Il ne disait pas que la caméra s'était arrêtée quelques secondes plus tard et n'avait jamais montré personne revenant de cette ruelle. Il ne disait rien parce qu'il s'en fichait.
La victime était le fils du conseiller municipal Everett Langford, une personnalité influente de la capitale de l'État, dont les relations s'étendaient jusque dans les tribunaux, les salles de rédaction et les salles de conseil. Le meurtre avait secoué la ville, et pas seulement parce qu'un adolescent blanc avait été poignardé à mort dans l'obscurité. C'était son identité. C'était son père. Ce que cela signifiait. Les murmures au tribunal étaient forts, même dans les silences. Quelqu'un paierait, et ce ne seraient pas les Langford. L'accusation avait fait couler le sang avant même le début du procès. Le procureur Rhys Harlan était à la barre, jeune, ambitieux et d'une sérénité déconcertante. Ses arguments ne se contentaient pas de convaincre, ils hypnotisaient. Sa voix avait une cadence digne d'un drame judiciaire. Chaque pause était un coup de poignard. Chaque geste était chorégraphié. Il qualifia Nathaniel de « loup des rues sans pitié » lors de sa plaidoirie, et personne ne broncha. Il parla d'un garçon consumé par la rage contre l'autorité, et fit allusion à des affiliations à des gangs qui n'avaient jamais existé. Il transforma le sweat à capuche de Nathaniel en arme, son silence en aveu et sa peau en verdict. Face à lui était assis Elijah Moss, l'avocat commis d'office de Nathaniel. Autrefois un lion du monde juridique, aujourd'hui un homme aux mains tremblantes et un verre caché dans le tiroir de son bureau. Il portait un costume qui lui pesait comme un regret. Il arrivait parfois en retard, les papiers lui tombant des bras comme des feuilles d'un arbre moribond. Sa voix se brisa sous les objections. Il tressaillit lorsque le juge Tennyson les ravala sans même lever les yeux. Il était clair qu'Elijah était porteur de quelque chose, peut-être de la culpabilité, peut-être de la peur. Mais quoi qu'il en soit, cela le rendait trop lent à arrêter ce qui était déjà en train de se dénouer. Le juge Tennyson, l'homme occupant le siège le plus élevé, ressemblait plus à un gardien qu'à un chef d'orchestre. Il garda les yeux baissés, plongé dans ses papiers, comme si le procès qui se déroulait devant lui le détournait de quelque chose de plus important. Chaque objection de la défense était rejetée en quelques secondes. Chaque demande d'enquête complémentaire était rejetée d'un revers de la main. Des rumeurs circulaient déjà, selon lesquelles il devait sa position à un don des alliés politiques du conseiller Langford, un fait qui aurait pu avoir de l'importance dans une autre ville, sous un autre soleil. Camden Row resta assis en silence pendant tout ce temps. Son regard, aux paupières lourdes mais perçantes, passa du juge au procureur, puis au garçon assis dans le fauteuil de l'accusé. Il y avait un poids dans son regard, comme s'il ne se contentait pas de voir le présent se dérouler, mais qu'il revivait un passé enfoui. Ses doigts ne quittaient pas la bandoulière de sa sacoche, ses jointures blanchies par la pression. Pour tout autre, il n'était qu'un visage parmi d'autres dans une salle d'audience pleine de voyeurs. Mais pour Camden, ce procès n'était pas seulement une injustice, c'était une affaire inachevée. Il y avait eu quelque chose dans les médias 2 semaines plus tôt, même si cela n'avait guère fait de vagues. Un sans-abri avait été retrouvé inconscient près de la ruelle où le meurtre avait eu lieu. Sa tête saignait et sa mémoire était confuse. La police l'avait qualifié de nuisance passagère, lui avait donné 2 aspirines et l'avait renvoyé chez lui. Pas de rapport, pas de suite. Les images de vidéosurveillance ne montraient rien après la poursuite. Alors il n'avait jamais pris la peine de relier les points. Mais cet homme n'était pas un inconnu dans la ruelle, et il n'avait pas tout oublié. Camden n'avait plus parlé depuis cette nuit-là, pas à la police, pas à la presse, pas même au médecin qui lui avait recousu la blessure derrière l'oreille. Mais il se souvenait d'une chose, le bruit, un cri étranglé et désespéré qui ne venait pas du fils du conseiller municipal, une voix appelant à l'aide, suivie d'une autre, suppliant de ne pas tirer. Camden se souvenait d'avoir couru, puis de la douleur, puis plus rien, jusqu'à maintenant. La salle s'enfla sous le poids des mensonges et des cérémonies lorsque le premier témoin de la journée fut appelé. Un policier à la mâchoire carrée et à la mémoire suffisamment précise pour servir la chronologie de l'accusation. Il jura que Nathaniel se trouvait près de la ruelle cette nuit-là,
bien qu'il ne l'ait pas vue directement. Il croyait que les images parlaient d'elles-mêmes. Il croyait que les preuves, telles qu'elles étaient, dressaient un tableau clair. Les lèvres de Camden tressaillirent. Pas vraiment un sourire, pas vraiment un ricanement, juste un mouvement. Il avait entendu cette histoire trop de fois maintenant, de trop nombreuses bouches. Aucune d'elles ne disait la vérité. Il remua sur son siège, juste assez pour desserrer la fermeture éclair de son cartable. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux sac de course, se trouvait quelque chose qu'il avait gardé depuis la nuit où tout avait basculé. Il n'avait pas prévu de s'en servir. Il n'avait même pas prévu de venir au tribunal. Mais 2 jours plus tôt, il était passé devant un kiosque à journaux. Le visage de Nathaniel était là, empreint de culpabilité, peint par la peur. Camden s'était arrêté, il avait fixé le lieu, puis s'était retourné. La salle d'audience avançait comme un cortège funèbre, lent, scénarisé et déjà en deuil. Mais quelque chose avait changé au dernier rang, quelque chose qui ne suivait pas le scénario. Et bien que personne ne l'ait encore remarqué, le silence du début de journée était revenu. Seulement, cette fois, ce n'était pas la peur. C'était le calme avant toute autre chose. 2 semaines avant le début du procès, le monde était plus calme pour Camden Row, plus calme et plus froid. Il avait pris l'habitude de dormir à l'arrière d'un immeuble condamné, accroupi comme un animal agonisant, à 3 pâtés de maisons de la ruelle où le meurtre avait eu lieu. Le toit fuyait quand il pleuvait. Les murs étaient couverts de graffitis et de moisissures, et l'air sentait la rouille et la misère. Mais Camden s'en fichait. C'était à l'écart de la rue principale, à l'abri des regards qui le jugeaient ou l'ignoraient. Dans une ville qui avait depuis longtemps cessé de se soucier des hommes comme lui, la solitude était ce qui se rapprochait le plus de la paix. Cette nuit avait commencé comme toutes les autres. Camden se blottit dans sa fine couverture, écoutant la berceuse de la ville, sirènes lointaines, aboiements de chiens, quelques cris dans la rue. Mais peu après minuit, l'air changea. D'abord subtil, puis il s'ouvrit avec la force d'une portière de voiture claquée et un cri qui n'appartenait pas au bruit nocturne habituel. Camden se redressa lentement. Il était habitué aux bagarres, aux disputes, et même aux coups de feu. Mais cette voix particulière avait un poids qu'il ne pouvait ignorer. Il se glissa hors de son lit de fortune et se glissa vers la fenêtre brisée donnant sur la ruelle. La pluie avait commencé à tomber en fines nappes, brouillant les silhouettes en contrebas. Mais même à travers la vitre déformée, Camden en vit suffisamment pour lui couper le souffle. 2 hommes se tenaient sous le lampadaire vacillant. L'un jeune, frénétique et visiblement dépassé. L'autre calme, méthodique et enveloppé dans l'armure polie du pouvoir. Le costume bleu marine moulait sa large silhouette, humide et luisant comme de l'huile sous les lampadaires. Lieutenant Mason Ward. Le nom frappa Camden comme un coup de poing en pleine poitrine. Il reconnut l'homme instantanément, non pas grâce aux journaux ou aux panneaux d'affichage, mais de mémoire. Des années auparavant, Camden avait travaillé comme agent de sécurité lors d'un gala de charité pour un sénateur. Ward était présent. Sa façon de se déplacer, sa façon de parler à ses subordonnés, Camden n'oubliait jamais ce genre de personne. Ils se disputaient. Des mots enflammés transpercèrent la pluie, tranchants et crus. Puis vint la bagarre. Un éclat métallique, trop rapide pour être enregistré, suivi d'un son que Camden n'oublierait jamais. Un cri, non pas de terreur mais de trahison. Un souffle lent et rauque. Camden dévala l'escalier en trombe, franchit la porte coupe-feu déformée et s'engagea dans la ruelle au moment même où l'homme en costume reculait, la main tremblante sous un couteau à cran d'arrêt ensanglanté. Le garçon s'effondra au sol, les membres tremblants, la bouche ouverte et fermée comme un poisson sur la terre ferme. L'homme resta un instant au-dessus de lui, puis laissa tomber quelque chose près du corps, un gant peut-être. Camden n'en était pas sûr. Quand Camden arrive sur les lieux, l'homme en costume avait disparu dans l'ombre. Le garçon respirait encore, à peine, son sang s'accumulant sur le béton,
mêlée à la pluie. Camden s'agenouilla près de lui releva doucement la tête et le berça comme un père le ferait avec un enfant brisé. Les yeux du garçon s'ouvrirent brusquement une seconde, juste assez pour croiser ceux de Camden, puis ils s'assombrirent. La vie le quitta comme la vapeur d'un tuyau fissuré. Camden la sentit partir. Il resta là plus longtemps qu'il n'aurait dû, paralysé par le poids de ce qu'il avait vu. Sa chemise, un uniforme de sécurité délavé qu'il portait encore par habitude, était trempé de sang. Il n'appela pas la police. Il ne créa pas. Il resta assis là, le cœur battant, l'esprit brisé. La peur vint rapidement. Il s'enroula autour de sa gorge, lui murmurant des rappels de qui il était et de ce qu'il n'était pas. Personne ne le croirait. Un sans-abri avec une histoire pointant du doigt un haut fonctionnaire de police, il serait taxé de délirant, renvoyé ou pire, effacé. Alors il s'enfuit. Il garda la chemise, la plia soigneusement, l'enveloppa dans un sac en plastique et l'enfouit au fond de son cartable. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était un fardeau, un rappel, un morceau de vérité auquel le monde n'était pas prêt. Et pendant des semaines, Camden ne dit rien. Il regardait les informations depuis les vitrines des bars et les téléviseurs des prêteurs sur gage, chaque gros titre éloignant encore plus la réalité. La victime fut identifiée comme le fils unique du conseiller municipal Everett Langston. Un jeune homme prometteur, disait-on, une étoile montante abattue en pleine rue. Puis vint le coup de théâtre, une arrestation, un adolescent noir de 17 ans, Nathaniel Briggs. Camden se sentit écœuré. Il regarda l'histoire prendre de l'ampleur et se propager à travers la ville avec une indignation vertueuse. Les médias présentèrent Nathaniel comme un jeune homme en difficulté. Des images furent diffusées le montrant en train de sécher les cours. Une vidéo floue le montrant marchant près de la ruelle le soir du meurtre. Et puis le gant, découvert dans son casier, taché de ce que les experts médico-légaux affirmaient désormais être le sang de la victime. Tout s'alignait trop parfaitement, trop opportunément. Camden le voyait pour ce qu'il était, une vérité construite. Pourtant, il ne dit rien. Jusqu'à ce que 5 jours après le début du procès, il passe devant un kiosque à journaux et découvre le visage de Nathaniel en première page. Le regard éteint, la posture affaissée, comme s'il connaissait déjà l'issue. Camden s'immobilisa en plein milieu d'un pas. Quelque chose dans sa poitrine se brisa. Il fit demi-tour, marcha 6 pâtés de maison jusqu'au palais de justice et attendit. Dans la salle d'audience, la justice avançait à pas lents, avec une cruauté mécanique. Une experte médico-légale se tenait à la barre des témoins, récitant un jargon technique avec une précision clinique. Elle confirma les traces de sang sur le gant, affirma que la concordance était statistiquement significative. Le jury se pencha en avant, avide de conclusions. Sur le banc de la défense, Nathaniel resta immobile. Le garçon ne broncha pas, ne leva pas les yeux. C'était comme regarder quelqu'un sombrer sous l'eau, en silence, sachant que personne ne plongeait après lui. Camden était assis au dernier rang, observant. Ses doigts serrèrent au plus fort la sacoche à chaque fois que l'accusation transformait un mensonge en preuve. Il n'était pas le seul à ressentir ce malaise. Elijah Moss, l'avocat de la défense, bougeait plus que d'habitude. Son regard allait du juge au jury, puis à la table de l'accusation où le procureur Rhys Harlan chuchotait avec le conseiller Langston. Langston n'était plus seulement un père en deuil. Sa présence semblait stratégique. Il se penchait souvent, disant quelque chose à voix basse à Harlan, qui hochait la tête avant d'aborder le point suivant. Camden le sentait. Le rythme du procès n'était pas dicté par les faits, mais par l'influence. Langston ne cherchait pas la justice. Il écrivait sa vengeance. À la fin de la journée, la voix d'Elijah se brisa lorsqu'il prononça sa dernière plaidoirie. Il demanda au tribunal d'autoriser un témoin non prévu à parler. Un homme s'était présenté, affirma-t-il, avec des preuves à décharge. La tension monta dans la salle d'audience. Le juge Tennyson, dont le mépris des interruptions était bien connu, plissa les yeux et s'apprêta à rejeter la requête. Elijah ne céda pas. Il avertit que nier le témoignage revenait à admettre que la justice n'avait jamais été le but de ce tribunal. Des murmures parcoururent la galerie.
La presse, sentant le sang dans l'eau, se pencha. Le juge Tennyson marqua une pause plus longue que d'habitude. Puis, à contre-cœur, il acquiesça. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient les derniers rangs, les dessinateurs se penchaient sur leurs bloc-notes et le jury affichait des expressions oscillant entre ennui et curiosité. Camden Rowe prit la parole. Il paraissait petit sous le bois poli et le sceau doré de l'État. Son manteau pendait lâchement sur ses épaules et son regard, bien que fatigué, exprimait une certaine férocité. Il commença lentement. Il leur raconta qu'il se trouvait près de la ruelle la nuit du meurtre. Il leur dit qu'il avait vu ce qui s'était passé. « J'étais là », dit-il d'une voix basse mais certaine. « J'ai vu qu'il a vraiment tué. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Une femme dans la galerie serrait ses perles. L'un des jurés se renversa en arrière, incrédule. Le juge Tennyson leva son marteau et exigea des preuves. Pendant un instant, il n'y eut aucun bruit, pas même le frottement habituel des papiers, ni le grincement des bancs. La salle était plongée dans le silence. Une jurée laissa tomber son stylo. Une autre se couvrit la bouche de la main. Le visage du procureur perdit contenance, son regard se portant sur Langston qui se leva brusquement et sortit de la salle d'audience, le téléphone collé à l'oreille. Camden resta calme. Ses mots avaient porté. La vérité avait enfin pénétré dans une pièce où les mensonges cohabitaient confortablement depuis des semaines. Il se rassit, silencieux, une fois de plus, comme si la tempête intérieure s'était enfin apaisée. La suite ne dépendait plus de lui. Mais pour la première fois depuis le début du procès, le vent avait tourné. Le masque s'était fissuré. Et quelque part au milieu de tout cela, Nathaniel Briggs releva enfin les yeux. Les jours qui suivirent le témoignage explosif de Camden Rowe furent une descente dans une guerre silencieuse. Une guerre menée non pas avec des balles ou des banderoles, mais par le silence, l'intimidation et la lente suffocation de la vérité. La salle d'audience, autrefois théâtre de la justice, devint un théâtre d'ombre. Dehors, la ville s'agitait. À l'intérieur, les rouages du pouvoir s'activaient pour effacer ce qui avait été révélé. Camden retourna à son abri cette nuit-là, le poids de ses aveux pesant lourdement sur lui. Le sommeil le fuyait, remplacé par le craquement constant du plancher et le murmure du vent à travers les fenêtres brisées. Le lendemain matin, il trouva ses affaires renversées, ses rares possessions éparpillées et brisées. Un mot reposait sur son lit de camp, le message clair « Rétractez-vous ou disparaissez ». La menace était claire, l'écriture inconnue mais incontestablement officielle. Le lieutenant Mason Ward, l'homme que Camden avait accusé, fut soudainement placé en congé administratif. Aucune déclaration ne fut publiée, aucune conférence de presse ne fut organisée. La police garda le silence, une forteresse bureaucratique protégeant la sienne. L'équipe de défense, menée par Elijah Moss, demanda une analyse médico-légale immédiate de la chemise tachée de sang que Camden avait présentée. Le juge Tennyson, cependant, retarda l'ordonnance, invoquant des problèmes de chaîne de possession. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le juge avait reçu une visite privée du gouverneur Holland, allié de longue date du conseiller Langston, père de la victime. Elijah, sans se laisser décourager, a déposé une requête pour exiger le test, ces mots résonnant dans la salle d'audience. « Nous avons déjà vu comment cette ville réagit lorsque des garçons noirs sont faussement accusés. Libérez ce garçon, ou que l'histoire se souvienne de votre silence. » La requête a rencontré une certaine résistance, l'atmosphère de la salle d'audience étant particulièrement tendue. Dehors, le monde entier observait. La presse s'est emparée de l'affaire, les réseaux sociaux se sont enflammés et des manifestants se sont rassemblés aux portes du palais de justice, scandant le nom de Nathaniel. Pourtant, dans la salle d'audience, le silence persistait, témoignant du pouvoir exercé par ceux qui sont déterminés à étouffer la vérité. Le 11e jour du procès, le juge Tennyson a rejeté le témoignage de Camden,
le qualifiant de témoin peu fiable en raison de ses antécédents d'hospitalisation psychiatrique, dossier qui avait été révélé juste avant sa comparution. La défense était sous le choc, son témoin clé discrédité, son dossier au bord du gouffre. Mais Elijah Moss n'en avait pas fini. Ce soir-là, il se tenait devant une foule de journalistes, tenant une clé USB envoyée anonymement. Les images qu'elle contenait étaient accablantes. Des images de caméras de sécurité prises sur un toit près de la ruelle, montrant Camden traînant le fils du conseiller municipal, mourant à l'air libre. Le tueur, clairement visible, était le lieutenant Mason Ward. La vidéo s'est rapidement propagée, déclenchant l'indignation du public. Au matin, un enquêteur fédéral est entré dans la salle d'audience et a présenté les images à tous. Des exclamations de surprise ont envahi la salle tandis que la vérité se dévoilait à l'écran. Le juge Tennyson a tenté d'interrompre la procédure, invoquant des problèmes de compétence, mais l'élan était irrésistible. La façade s'était effondrée et la quête de justice ne pouvait plus être contenue. Le dernier jour du procès, la salle d'audience était lourde d'impatience. L'atmosphère était pesante, non pas avec la solennité habituelle d'une justice rendue, mais avec le poids de vérités longtemps enfouies et la peur de ce que leur révélation pourrait apporter. Le juge Tennyson, le visage tiré et pâle, n'eut d'autre choix que de reconnaître le mandat fédéral. L'affaire était désormais en cours d'examen, et les preuves présentées ne pouvaient plus être ignorées. D'un coup de marteau à contre-cœur, il libéra Nathaniel sous caution et ordonna une enquête approfondie sur la conduite des services de police. La décision résonna dans la salle d'audience, suscitant un mélange de soulagement et d'incrédulité. Nathaniel, encore sous le choc de l'épreuve, réagit à peine. Son père, Clarence, serrait fermement la main de son fils, des larmes ruisselant sur son visage buriné. Elijah Moss, l'avocat de la défense qui avait lutté sans relâche contre la marée, s'accorda un moment de satisfaction tranquille, tout en sachant que la bataille était loin d'être gagnée. Devant le tribunal, l'atmosphère était électrique. Les manifestants, rassemblés depuis des jours, ont éclaté en acclamations, leur slogan « Justice pour Nathaniel » résonnant dans les rues de la ville. Les médias se sont empressés de couvrir l'événement, et les réseaux sociaux ont fait le buzz avec le hashtag #BillFreeNathaniel, devenu populaire dans le monde entier. Pourtant, au milieu des célébrations, un sentiment de malaise persistait. La victoire semblait fragile, comme si elle pouvait être arrachée à tout moment. Le système avait été contraint de plier, mais il ne s'était pas brisé. Le lendemain, le conseiller Everett Langston a tenu une conférence de presse. Devant une marée de caméras et de journalistes, il s'est adressé au public avec un air calme. Il a qualifié les événements de confusion tragique, attribuant la situation à des mécanismes de défense mal avisés. Il a présenté ses condoléances pour la perte de son fils, tout en affirmant que la procédure judiciaire avait été manipulée. Ces mots étaient soigneusement choisis, destinés à semer le doute sans confronter directement les preuves. Entre-temps, le lieutenant Mason Ward avait disparu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait fui l'État, voire le pays. Les forces de l'ordre affirmaient mener des recherches, mais aucune déclaration officielle n'a été publiée. Le silence était assourdissant, contrastant fortement avec le brouhaha qui avait entouré le procès. Le juge Tennyson a annoncé sa retraite inattendue, invoquant des raisons personnelles. Son départ a suscité l'étonnement, surtout compte tenu du moment choisi. Des rumeurs d'accords secrets et de pression politique ont circulé, mais aucune preuve concrète n'a émergé. Le procureur Rhys Harlan, sans se laisser décourager par la controverse, a annoncé sa candidature au Sénat. Soutenu par le gouverneur Holland, sa campagne a mis l'accent sur la loi et l'ordre, le positionnant comme un fervent défenseur de la justice. L'ironie n'a pas échappé à ceux qui avaient suivi le procès de près. Camden Rowe, l'homme dont le témoignage avait renversé la situation, a disparu la nuit suivant la libération de Nathaniel. Il a laissé derrière lui un mot adressé à Elijah Moss. Vous pouvez lutter contre le système, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous en remercie un jour. Son absence fut profondément ressentie, un vide qui soulignait le prix de la vérité dans un monde réfractaire au changement. Nathaniel et son père rentrèrent chez eux,
mais la ville ne leur semblait plus un havre de paix. Les cicatrices du procès étaient trop vives, les souvenirs trop douloureux. En quelques semaines, ils firent leurs bagages et déménagèrent, cherchant le réconfort dans l'anonymat. Pourtant, l'héritage de Camden perdura. Des histoires commencèrent à circuler, celle d'un homme au long manteau, aperçu aux arrêts de bus ou assis tranquillement au fond des salles d'audience. Il ne parlait jamais, n'intervenait jamais, mais sa présence rappelait que quelqu'un observait. Certains pensaient qu'il s'agissait de Camden Row, poursuivant sa surveillance dans l'ombre. Parce que parfois, le système n'a pas besoin de plus d'avocats. Il a besoin de témoins assez courageux pour verser leur sang.